Bonjour, bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes en prônant la nécessité de leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique, sans oublier bien sûr le domaine scientifique, la tech et l'enjeu essentiel de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup à juste titre aujourd'hui. Alors, je pense que compte tenu de la situation, des défis auxquels nous sommes confrontés, il est assez clair pour tout le monde aujourd'hui que toutes les forces doivent être en action et que donc nous avons besoin de plus de femmes en responsabilité. Bon, c'est une question d'équilibre, mais c'est surtout une question de performance économique et de capacité de progrès. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais avoir deux invités. Je vais commencer avec Agnès Bricard, qui a été notamment la première femme à être nommée présidente du Conseil national des experts comptables, et qui a bien d'autres casquettes également, et qui nous parlera aujourd'hui plus particulièrement des femmes dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, et du partage de la valeur. C'est un sujet sur lequel elle a été missionnée pour parler intéressement participation par le gouvernement il y a plus de 3 ans. Et donc, elle est amenée à rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, PME, ETI. Donc, elle aura un regard particulier sur le lien entre les femmes, les dirigeantes et ce sujet essentiel du partage de la valeur. Alors ensuite, je ferai le portrait de Caroline Gache. Caroline Gache est en train de reprendre la direction d'une entreprise familiale qui s'appelle Gache Chimie, qui est localisée, c'est une ETI qui est en région toulousaine et qui a été créée en 1948 par le grand-père de Caroline. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est service à l'industrie autour de l'utilisation des produits chimiques, donc avec plusieurs axes dans ses capacités. Voilà, écoutez, tout de suite, je vais recevoir donc Agnès Bricard. Bonjour Agnès Bricard. Bonjour. Merci de votre présence Agnès. Alors Agnès, bon, comment vous présenter? Parce que vous avez quand même énormément de casquettes différentes, mais je crois que finalement s'il y a un fil commun à toutes vos activités et à tous vos engagements, c'est toujours finalement la parole de l'entreprise, des dirigeants, du fait d'entreprendre qui fait le lien entre tout ça. Alors, je le disais en préambule, bon, alors vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes de formation, mais vous avez été la première femme, donc ça c'est important de le souligner, la première femme à être nommée présidente du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Vous êtes également vice-présidente de Pacte PME. J'avais d'ailleurs reçu François Perret, le président, dans cette émission, qui nous avait parlé de ce que vous faisiez à ce titre-là. Vous avez créé en 2012 la Fédération des femmes administratrices. Enfin bref, beaucoup de choses à votre actif. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous entendre, non pas sur ces thèmes-là, mais plus précisément sur le thème du partage de la valeur, donc tout ce qui tourne autour des systèmes de participation et d'intéressement, puisque c'est un sujet important, que vous êtes ambassadrice de ces thèmes auprès de l'ensemble du tissu PME, ETI français, donc dans toutes les régions. Vous êtes amené à rencontrer des chefs d'entreprise à ce propos. Donc voilà, donc je voulais commencer par une première question simple, qui est finalement quel lien faites-vous, quel lien y a-t-il entre justement les femmes dans l'entreprise et le sujet du partage de la valeur ? Merci. Alors, ce partage de la valeur, il est d'actualité aujourd'hui, tout simplement parce qu'une loi, au 1er janvier, impose dans les entreprises de 11 à 49, y compris dans l'entreprise sociale et solidaire. Il ne faut pas oublier quand même que c'est 10% de l'ensemble de notre PIB, cette économie sociale et solidaire, impose dorénavant dans ces entreprises de parler de l'intéressement et donc du partage de la valeur. Alors, il n'y a pas que l'intéressement, puisqu'il y a aussi la prime partage de valeur, il y a aussi la participation dérogatoire. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Mais c'est la première fois qu'on verra appliquer dans les 11 à 49. Or, 11 à 49, on est des entreprises où il y a de l'intuité personnée, où il y a véritablement un dialogue qui doit se faire entre un dirigeant et ses salariés. Et donc, le fait qu'il y ait un dialogue, le fait qu'il y ait une fabrication de richesse, le fait qu'il y ait une distribution de cette richesse, eh bien, ça donne du sens à ce que j'appelle une certaine égalité entre ces ressources humaines qui s'appellent un dirigeant et ses salariés. Et ce dialogue, il va se faire, et ça me fait penser, c'est vrai, à cet équilibre qu'on a voulu entre hommes-femmes.
puisqu'on est aussi dans cette époque de bonne gouvernance et où on a constaté qu'il y avait de la productivité, qu'il y avait de la performance, dès lors que les femmes étaient dans les instances dirigeantes. Donc donner du sens à la partie employeur-salarié, là où il y avait souvent qu'un lien de subordination, mais donner du sens à cette fabrication de richesse en la partageant et en discutant, suivant évidemment soit des critères économiques, soit des critères extra-financiers. Bien sûr. Et c'est sur ces critères extra-financiers qu'on va évidemment assurer, pour une fois, je crois vraiment, peut-être, une transition aussi écologique. Alors c'est très intéressant ce parallèle, d'ailleurs je ne l'avais jamais entendu ainsi, mais je trouve que ce parallèle est très intéressant entre justement cette nécessité d'égalité dans la gouvernance, et donc avec tout ce qui a été fait, la loi Rixin, enfin avant Copé-Zimmermann, etc., mais beaucoup de choses ont été faites. Pour autant, on n'est pas au bout de l'histoire, et le fait de faire ce lien et ce parallèle avec également ce côté entre le salarié et l'employeur, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Mais alors, au-delà de ce point, vous rencontrez donc des chefs d'entreprise, donc vous rencontrez des femmes chefs d'entreprise. Il n'y en a pas assez, mais en fait, il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que vous constatez des différences dans l'appropriation des sujets participation et intéressement entre elles et leurs homologues masculins ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces spécificités? Alors, on constate au niveau des chefs d'entreprise, notamment dans ces entreprises de 11 à 49, où on fait en sorte, et on le constate vraiment, hommes-femmes, on retrouve du sens. Et notamment, on le voit de plus en plus dans les transmissions d'entreprises, où les pères ou les grands-pères transmettent à leurs filles, là où ils s'interdisaient, il y a encore 40 ans, de transmettre à leurs filles ou à leurs petites-filles. Maintenant, systématiquement, ils ont compris. Donc, je dirais que toute la culture a changé. Dès lors qu'on a donné du sens au fait que quand on a une femme dans les instances dirigeantes, il y a une performance. Alors, qu'est-ce que je constate, moi, sur le partage de valeurs? Que les femmes ont souvent, sur les sujets, justement, de partage, une écoute favorable sur des sujets qui s'appellent de la durabilité, c'est-à-dire on doit constamment préserver, pérenniser notre entreprise. Et donc, elles s'approprient plus facilement, quand on leur parle du partage de la valeur, ce sujet que les hommes. Les hommes, il faut plus les amener sur l'épargne salariale. Ah, l'épargne. Suis-je intéressé, moi, en tant que dirigeant? Oui, vous êtes intéressé, parce que le contrat d'intéressement vous permet justement d'être bénéficiaire. Donc, parlons de l'épargne salariale. Et là, j'entends plus au niveau financier l'homme qui me dit, alors vous me parlez quoi? De ma retraite par capitalisation? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Si moi, je peux en bénéficier avec mes salariés, on y va tous ensemble. Et donc, l'épargne salariale, ça cherche justement, par rapport à ce débat qu'on entend un peu mortifère sur la retraite, ça permet d'engager un vrai débat sur la retraite par capitalisation. Et ça donne de la motivation aux hommes. Ça, c'est très intéressant. Mais alors donc, vous trouvez... bien sûr, il ne faut pas être manichéen non plus en disant d'un côté les femmes intéressées par le côté engagement ESG, puis de l'autre les hommes uniquement par l'aspect financier. Enfin, je pense que les deux sont vrais. Mais néanmoins, j'avais effectivement vu plusieurs études disant que dans les motivations des femmes dans la création d'entreprises notamment, où là on est encore sur vraiment le balbutiement, non pas du nombre de femmes, parce qu'il y en a davantage, mais sur le début de l'entreprise, il y avait effectivement une motivation de sens qui était plus importante chez les femmes. Donc ça, vous le voyez effectivement. Vous avez des écarts, parce que vous êtes également les régions, vous êtes également les secteurs d'activité. Est-ce que vous voyez des écarts entre secteurs d'activité, toujours par rapport au partage de la valeur, hein? Alors oui, il y a des écarts. Je vois bien que dans la partie prestation de services, c'est quand même très intuité, personné, et donc chaque ressource humaine a une valeur. Ça, on le voit, et ils acceptent et ils adaptent assez facilement ce partage de la valeur, dès lors qu'il y a évidemment création de richesse et création de valeur. Sur l'industrie, je constate que c'est un tout petit peu plus difficile, mais que ça s'y met, dès lors qu'il y a une loi et qu'il y a une obligation de l'inscrire au 1er janvier 2025. C'est très culturel à chaque fois. Nous, on a l'habitude dans notre beau pays de dire il nous faut une loi pour comprendre, et parfois des sanctions. Bon, là pour l'instant, je vous avoue qu'il n'y a pas de sanctions dans cette loi, mais il y a une obligation. Donc ça va se faire un peu naturellement grâce aux experts comptables qui vont essaimer et qui vont donner du sens en disant, vous voyez, vous ne trouvez pas de ressources humaines. Si vous aviez peut-être inscrit le fait que vous aviez un contrat d'intéressement, que vous aviez une politique sociale,
peut-être que les ressources humaines viendraient plus naturellement vers vous. Donc voilà, il y a toute cette partie de dialogue et d'échange. Donc pour vous, le vecteur expert comptable, enfin, c'est votre profession d'origine, mais le vecteur expert comptable est particulièrement important dans cette idée de partage de la valeur. C'est vraiment par là que passe l'information, etc. Et alors, dans le métier expert comptable, il y a pas mal de femmes. Là, on a un pourcentage qui est relativement élevé, je pense, enfin, ou du moins qui est... On est encore à 30%, 70%. Ah, je pensais que c'était davantage, vous voyez. Non, je croyais que le métier était plus en progrès alors que ce qu'il est réellement. Mais il y a eu une nette progression. Nette progression, bon, donc d'accord. Donc bon, alors, je suppose que là, ces femmes sont aussi encore plus portées sur le sujet que leurs homologues. Une question qui n'a rien à voir, mais comme on va arriver bientôt à la fin de notre échange, vous avez parlé de cette habitude culturelle qui n'est pas bonne, à mon sens, d'attendre la loi pour faire les choses, alors qu'on peut les faire avant, et à mesure où c'est fait pour faire avancer les quotas. Alors, les quotas, c'est pareil. Les quotas, on en a parlé pendant des années. Et il a fallu la loi Zimmermann, 2011, pour qu'on parle définitivement d'un 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et on s'est aperçu que de cette loi, on est arrivé à la loi de Muriel Pénicaud sur l'index de l'égalité professionnelle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la représentativité féminine dans nos instances pour démontrer qu'en plus, il y a de la performance, mais il faut de l'égalité professionnelle pour que, à fonction égale, on ait un salaire identique. Et puis ensuite, on a vu arriver l'idée que, par Marie-Pierre Rixain, qu'il fallait dans les instances dirigeantes au moins 30% de femmes à partir de 2026, et 40% à partir de 2029. Donc on est qu'en 2025 là. Oui, bien sûr. Mais ce que l'on voit au niveau des quotas, c'est un vrai résultat positif. Et la parité, comme l'égalité, comme les instances dirigeantes avec des femmes, eh ben, ça vient des quotas. Et aujourd'hui, bien culturellement, ça passe très bien. Il n'y a plus ce sens de dire non, on s'interdit. On ne s'interdit oui, bien sûr, bien sûr. Bon, nous sommes bien en phase sur ce thème-là. On attend avec impatience néanmoins le moment où il ne sera plus nécessaire d'avoir des quotas ou autres, mais bon, pour l'instant, c'est toujours une nécessité. Bon, écoutez, merci beaucoup Agnès de tout ce que vous faites. Continuez à porter cette bonne parole et cette pédagogie de l'économie, parce qu'on en a bien besoin. Alors maintenant, je vais recevoir une femme donc dirigeante d'entreprise, qui, alors par rapport à tout ce que vous avez dit, est dans l'industrie, fait une reprise de direction d'entreprise, c'est une entreprise familiale, donc son père effectivement transmet. Donc on va trouver véritablement, et qu'il y a des idées sur le partage de la valeur, donc on va retrouver vraiment tous les thèmes que vous avez évoqués, concrétisés dans un rôle modèle qui est donc Caroline Gache qui va me rejoindre après vous. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Bonjour Caroline Gache. Bonjour. Ravie de vous accueillir et merci d'ailleurs, je profite pour le dire, à Anne-Charlotte Fredenucci, qui est la présidente d'Ametra, que j'avais reçue ici en septembre 2023 et qui nous a mis en relation parce qu'elle trouvait que vous aviez vraiment des choses à apporter justement en tant que femme dirigeante dans le monde de l'industrie où on n'en a pas suffisamment, comme on le sait. Donc Caroline, vous êtes en plein processus de reprise, de prise de direction en fait de l'entreprise familiale qui a été créée par votre grand-père donc en 1948. Votre grand-père d'ailleurs l'avait créée au niveau local. Après votre père a continué à la développer. On reviendra sur les aspects géographiques. Et puis là vous vous apprêtez, donc vous êtes dans le processus de transmission et vous vous apprêtez, épaulé par votre sœur d'ailleurs, à en prendre la direction. Alors, pendant que quand nous parlions pour préparer cet entretien, vous me disiez que finalement, de tout temps, vous aviez été programmé, et volontaire bien sûr pour l'être, mais programmé à être la succession de votre père. Donc, parlez-nous un petit peu de vous depuis le début. Je crois que c'est en 2014 que vous avez commencé. Donc, finalement, votre parcours jusqu'à maintenant, et après on parlera bien sûr de l'avenir, mais votre parcours depuis le départ. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, donc comme vous l'avez justement dit, je me suis toujours destinée à reprendre l'entreprise familiale, bien que mon père a fait ça de façon très subtile, puisqu'il ne nous a jamais réellement imposé de le faire, mais il nous a toujours partagé avec tellement de passion ce qu'il faisait, que forcément ça nous donnait envie. Et en partageant beaucoup
beaucoup les succès, ne cachant pas non plus les difficultés d'un chef d'entreprise, mais insistant surtout sur l'aventure passionnante qu'il vivait. Et de ce fait, quand j'ai choisi mon parcours supérieur, j'ai choisi une école de commerce de façon à être plutôt généraliste. Et on a toujours été proche avec ma sœur de l'entreprise, à faire des petits boulots l'été, voilà, sur la chaîne de production, à remplir des bidons de solvants. Et donc, la force d'une entreprise familiale, c'est aussi d'avoir ces collaborateurs qui sont là depuis très longtemps. J'en profite pour dire qu'on est très fiers d'avoir remis 40 médailles du travail en septembre dernier, avec des collaborateurs qui étaient là, qu'on a fêté entre 20 et 40 ans de carrière au sein de Gachimi. Donc, ces collaborateurs, ils nous ont vus depuis qu'on était toute petite. Voilà, toute petite. Bon, certains sont maintenant partis en retraite, mais il en reste encore. Et donc, c'est vrai que cette bienveillance vis-à-vis de ces collaborateurs, vis-à-vis de nous, a été aussi un moteur supplémentaire pour reprendre l'entreprise familiale et continuer cette aventure. Alors, quand vous avez démarré dans l'entreprise, donc quand vous avez rejoint au sortir de vos études, etc., vous avez commencé par quoi? Alors, votre parcours ouvrier, entre guillemets. Alors, en fait, je voulais pas rentrer dans l'entreprise tout de suite parce que je voulais aller faire mes armes ailleurs. Surtout que j'étais bien, je ne souhaitais pas non plus revenir à Toulouse tout de suite. Et sauf que mon père, là aussi, a eu une opportunité, mais qui l'arrangeait bien, c'est qu'on a eu l'opportunité de mettre en place et de gagner un contrat avec un gros client dans l'aéronautique et qui nous demandait de créer un site de zéro en région parisienne. Donc, le challenge était très tentant et je suis ravie de l'avoir pris puisque ça m'a permis en fait de faire plusieurs années un petit peu mon projet en étant loin du siège social, tout en étant très soutenue par des collaborateurs et mon père bien sûr pour réussir ce challenge qui était il fallait commencer un site de zéro, recruter 15 personnes d'un coup, monter un site. Mais ça m'a permis de vraiment faire ma place. Tout en étant un petit peu éloigné physiquement de mon père et donc d'asseoir au fur et à mesure, je pense, ma crédibilité. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Vous me disiez que vous aviez d'ailleurs été accompagné et notamment mentoré par Patrick Daher, je crois. Voilà, on a eu la chance. Alors ça, c'était un peu plus tard. C'était dans le cadre d'un programme Ambition PME qui était soutenu par BPI. Et donc, on a eu la chance d'être mentoré par Patrick Daher qui nous a beaucoup chamboulé dans le bon sens sur tous les aspects de gouvernance de l'entreprise. Et c'est un des chantiers que j'ai mené en 2016, entre 2016 et 2019, et nous avons mis en place, grâce à lui, des instances de gouvernance comme un comité stratégique avec 2 membres externes qui vit depuis 2018 et on est ravis puisqu'on a donc des instances, on a représenté les instances de l'actionnariat. Donc chaque groupe de famille a une place. Vous êtes plusieurs branches familiales. Il y a plusieurs branches familiales. Vous êtes combien au total? On est 10 actionnaires de la 3e génération actuellement et nous avons réalisé en 2020, grâce au Pacte du Trail, la transmission entre les parts de la 2e à la 3e génération. Le fameux Pacte du Trail qui est aujourd'hui sur la sellette et dont on sait, quand on connaît le sujet de l'entreprise, à quel point il est important, à quel point il permet de faire grandir les entreprises, d'avoir des ETI alors qu'on n'en a pas assez, et qui pourtant est remis souvent sur le devant de la scène, mais pas dans le bon sens. Tout à fait. On a reçu Renaud Dutreil à Toulouse et on a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet. Sans ce pacte, le futur de Gachimi n'aurait pas été nécessairement assuré. Non, mais j'espère que notre conversation va être entendue. Ah, mais c'est certain. Non, mais parce que c'est très concret. Enfin, vous avez une boîte, c'est de l'industrie, enfin, c'est tout ce que l'on veut, c'est une ETI, elle est en région, bien sûr. C'est la succession. Les challenges opérationnels sont déjà très importants à vivre et à reprendre. Donc si en plus on doit gérer, simplement s'endetter de façon considérable pour pouvoir reprendre l'entreprise, il y a beaucoup de repreneurs qui vont hésiter et qui ne vont pas le faire et qui ne vont pas pouvoir le faire. Bien sûr. Et qui vont donc se vendre on ne sait pas... Voilà, donc nous en avons profité et on en est très contents. Voilà, donc ce sujet a été traité. Et maintenant nous sommes en pleine transition opérationnelle du management. On prend son temps. Oui, vous avez raison, il faut le faire. Non, mais je trouve que vous êtes un exemple familial assez remarquable de préparation, parce que ça c'est pas toujours le cas non plus. Enfin, on voit d'ailleurs Agnès Bricard, si vous l'avez entendu, le disait juste avant, il y a eu toute une époque où les pères ne transmettaient pas aux filles, où c'était vraiment parce que d'ailleurs Anne-Charlotte explique que c'était pas ce qui était prévu au départ. Après c'est elle, mais bon. Et donc le fait de tout ça a évolué, mais votre père a donc vraiment lui bien programmé et a mis tous les atouts sans vous forcer la main. Ce qui est quand même très important aussi, parce que vous aviez envie de le faire. Donc, ça vous arme bien mieux pour démarrer. Il n'y a pas un modèle de reprise d'entreprise qui se fait de la même manière, mais c'est vrai que dans notre cas, ça se passe très bien, parce que ce que dit mon père, c'est que pour
transmettre une entreprise, il faut qu'il y ait la volonté du cédant de céder et de transmettre. Il faut qu'il y ait les capacités du repreneur et il faut qu'il y ait l'envie des repreneurs. Donc l'envie des repreneurs et la volonté du cédant à l'y était. Les capacités, il fallait nous tester un petit peu. Donc on est en train. Il fallait que vous les former, que vous les accentuiez. Et donc c'est vrai que grâce à ça, nous on vit cette transmission. Donc on prend le temps sereinement bien sûr. et c'est très agréable. Et en plus, on aime travailler ensemble tout en préparant le futur. C'est-à-dire que... Alors, parlez-nous maintenant de Gaz Chimie, parce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent ce que c'était vraiment. Alors, parlez-nous de Gaz Chimie, l'activité, les chiffres, la carte d'identité en quelque sorte. Avec plaisir. Donc, Gaz Chimie a été fondé en effet en 1948, donc après-guerre par mon grand-père. Et notre métier est toujours, mais était surtout à la base, de faire de la distribution de produits chimiques. Donc, des produits chimiques, il y en a partout. Et maintenant, l'entreprise, au fur et à mesure, s'est spécialisée autour de 4 domaines principaux, qui sont l'aéronautique, défense et espace, qui sont le monde de la chimie industrielle et des commodités chimiques, le traitement des eaux pour les eaux de process, les eaux potables et les eaux de piscine, ainsi que autour des matériaux, donc là qui sont plutôt utilisés autour des composites, notamment dans la marine, ainsi que la chimie des silicones, dans le nucléaire, dans l'énergie par exemple. Et notre métier est de faciliter l'utilisation des produits chimiques auprès du monde industriel, autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est une expertise technique, puisque Gaz Chimie, nous venons de la chimie. Vous ne produisez pas, mais vous avez cette forte expertise. Voilà, exactement. Et alors on produit des certaines typologies qui sont des commodités chimiques, soutenues par des laboratoires, donc on fait vraiment de la chimie applicative, les services et de la logistique, donc là nous venons faciliter d'un point de vue logistique avec nos forces de stockage, nos camions, nos capacités de conditionnement, plusieurs sites Céveso, j'en parlerai plus tard, c'est un atout essentiel de notre métier, bien que difficile aujourd'hui de les exploiter et d'en créer en France. Et le troisième pilier, c'est notre pilier, ce qu'on appelle le e-chemicals, qui est toute la gestion de l'information et des réglementations autour des produits chimiques. Et non seulement cet outil, qui est un outil digital de gestion de l'information, nous sert à nous-mêmes en tant qu'exploitants de produits chimiques, mais sert à nos clients. On l'a mis à disposition de nos clients. Donc voilà, ça c'est à peu près pour notre métier. Gaz Chimie aujourd'hui, c'est 225 millions de chiffre d'affaires en 2024, à peu près 450 collaborateurs dans 10 pays. Et nous avons une dizaine de sites également en France. Et notre présence à l'international et en France, c'est basé sur des sites de stockage pour pouvoir stocker différents types de produits chimiques et dans différentes quantités par rapport à leur dangerosité et leur quantité. Et vous me disiez avec une ADN très marquée croissance par la rentabilité et dans la rentabilité, donc avec d'ailleurs beaucoup d'autofinancement, puisque... 100%. 100%, voilà, c'est ça. 100% d'autofinancement, avec bien sûr, en fait ce qu'on souhaite c'est de construire pour le long terme. Donc toutes les actions que l'on mène et les relations que l'on a avec nos clients, et on les remercie aussi beaucoup pour ça, mais sont des relations que l'on crée sur du long terme. Et ça, c'est extrêmement important. Le court terme ne nous intéresse pas, et c'est un des fondements des entreprises familiales, et je pense que c'est ce qui permet, surtout dans le monde industriel, de s'adapter aussi au cycle relativement long de nos clients industriels. Et donc, on est tout à fait dans cette dynamique, avec une volonté assez forte de s'internationaliser. Je crois que c'est votre défi. C'est mon défi. On le disait au départ, mais c'est vrai que votre grand-père, lui, c'était vraiment local. Votre père, c'était le national et le Maghreb. Et vous arrivez avec vraiment des enjeux beaucoup plus importants. Et vous voulez aller plus loin en expansion géographique. Exactement. Donc, quand je suis arrivée, on devait être de l'ordre de 5-8% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et là, nous en sommes aux alentours de 20. Et l'objectif, c'est d'aller à 30 d'ici 2-3 ans. Et bien sûr, avec des zones particulières actuellement, donc on a fait en 2023, on a fait le Canada. En 2024, on a fait l'Allemagne. Et alors, on fait par plusieurs moyens, puisque Gaz Chimie est plutôt dans la promotion d'une croissance organique. J'en parlerai tout à l'heure, notamment par l'innovation. Mais cependant, ça nous arrive aussi de faire des acquisitions et de la croissance externe. Et quand on se développe à l'international, on choisit les deux biais en fonction des pays, en fonction des besoins clients, en fonction des attentes. Et donc, au Canada, on a commencé de zéro. En Allemagne, on a acheté une société. Et les 2 prochains pays que nous avons en ligne de mire, ce sont les États-Unis et l'Inde, qui est le pays de demain, notamment pour l'aéronautique, puisque notre internationalisation est très drivée par la demande de nos clients aéronautiques défense. En fait, vous accompagnez vos clients d'ailleurs. On accompagne nos clients. Vous faites du service à l'industrie, donc vous accompagnez, très bien. Exactement. Oui, alors il y a cet enjeu d'internationalisation, bien sûr, mais vous venez de le dire, il y a le sujet de l'innovation qui est également pour vous important. Il y a le sujet également, on va en parler aussi, de tout ce qui est environnemental, puisque vous êtes sur un métier. Alors
Comment, d'ailleurs les deux sont liés, puisque innovation et environnement sont très liés. Comment vous parvenez à un moment où il y a une grosse sensibilité sur tous ces sujets par rapport à la chimie? Comment vous faites? Alors, je vais d'abord parler du biais innovation, puisque ça fera ensuite le lien vis-à-vis de l'environnement. Donc, en effet, nous, on est convaincus qu'une société qui ne sait pas se développer par l'organique, par l'interne, n'a pas un avenir, en tout cas pour le très long terme. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas notre objectif. L'innovation est un bien important et on a cette culture de l'innovation que l'on, comment dire, il n'y a pas une cellule innovation chez nous, puisque en fait on a des domaines d'activité qui sont très différents. Donc dans chaque division, ou même dans les fonctions support, chacun peut être porteur d'une innovation. Donc on a des tas d'exemples, on a mis en place des vending machines dans les chaînes de production de chez nos clients pour distribuer les produits au plus proche de l'utilisation. Ensuite on a mis par exemple en place un système qui s'appelle le garofiltre. Donc ce sont des innovations, certaines qui sont brevetées. Ça c'est un média filtrant à base de verre recyclé, donc qui fait le lien aussi avec l'environnement, en remplacement du sable, notamment dans les filtrations des eaux de piscine. Plus récemment, on a mis en place un procédé qui s'appelle le garrobarrière, qui prévient des mélanges incompatibles de produits chimiques. On a aussi une innovation qui s'appelle le garotech, qui lui est un process qui permet de laver le linge dans des grosses quantités pour des blanchisseries industrielles sans chauffer l'eau. Donc là aussi, qui permet de faire des économies d'énergie et donc de réduire les impacts CO2 de nous-mêmes et de nos clients. Et l'ensemble des scopes, en fait. Exactement. Et l'ensemble, donc, en fait, chaque innovation a, en général, a un impact positif pour l'environnement. On a aussi développé des produits qui permettent de traiter les zones où il y a beaucoup de corrosion, comme par exemple dans les chaînes de traitement de surface. C'est un revêtement. Et par rapport à l'environnement, on a des initiatives qui sont très tangibles. Notamment, nous aidons nos clients à ne pas jeter les produits chimiques, puisque les produits chimiques, c'est un danger, ça, pour une grande partie, ont des dates de péremption. Et grâce à notre métier, nos clients réduisent de l'ordre de... On constate qu'ils ont entre 15 et 30% de produits qu'ils jettent, et avec notre initiative, ils en jettent entre 0,5 à moins d'1%. Donc il y a un vrai impact de la réduction de leur impact environnemental, et également par la mise en place, par exemple, d'emballages consignés, que on a mis en place depuis 50 ans. Oui, c'est une solution simple, mais qui sont vertueuses. Parce qu'elles sont simples d'ailleurs. Donc on a défini avec avec la plupart de nos clients les plus importants, des feuilles de route environnementales, et on est content d'avoir des actions qui sont tangibles. Voilà, nous on ne traite pas forcément le tri des papiers, ça bien sûr on le fait, mais on a des actions qui sont réellement tangibles, et c'est passionnant parce que dans la chimie permet aussi toutes ces initiatives. Oui, il faut voir, en fait c'est vrai que dès lors qu'on se positionne en regard positif sur le progrès, sur l'innovation, sur tout ce qui permet, on voit qu'il y a beaucoup de solutions qui sont développées par les entreprises pour justement améliorer tous les sujets environnementaux. Il faut simplement leur en laisser les moyens et les capacités et le temps. Et un petit peu une question de temps, bien sûr. Pour terminer, juste une question sur, dans votre industrie, donc la place des femmes, d'après, comment vous la voyez ? Elle est encore pas très présente. Non, c'est moi ce que je ressens, c'est que et ce que je vis, c'est que d'être une femme dans l'industrie, c'est une réelle opportunité. C'est une opportunité, et surtout c'est un challenge qui est passionnant. En fait, on contribue à la construction à notre petite échelle, à la construction du monde de demain. Et ce sont des challenges qui, en plus d'être passionnants, sont rationnels. Donc vraiment, moi, j'encourage toutes les femmes à venir dans l'industrie. Et être femme chef d'entreprise, là aussi, c'est plus rare. Et c'est vrai que les cas que je rencontre sont souvent des femmes qui font des reprises d'entreprise. Donc moi-même, j'en suis un exemple. Et donc tout ce que je peux souhaiter, c'est que grâce à des initiatives comme les vôtres, de mettre aussi des femmes en avant, et merci, pour donner envie, parce que ça vaut le coup. Voilà. L'aventure industrielle vaut le coup. Bon, écoutez, votre témoignage est tout à fait convaincant, je pense, et je suis sûre qu'il fera des émules. En tout cas, très bonne continuation donc dans l'entreprise familiale. Vous allez garder l'ADN et vous allez faire face aux nouveaux défis. Voilà. Donc merci beaucoup pour tout cela. Écoutez, c'est la fin de notre émission. Donc merci d'avoir écouté. Et puis au mois prochain pour de nouvelles découvertes entrepreneuriales.